c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, écoute, je me réjouis de te retrouver pour ce deuxième volet de la lecture d'un scénario optimiste pour Bitcoin de Vijay Boyapati. Optimiste que je suis, j'en déduis que l'entame de cette excellente introduction à Bitcoin a piqué ta curiosité. Si c'est le cas, sache que le plus dur est fait. Cette lecture est de plus en plus passionnante. Voici brièvement résumé le premier passage en faisant abstraction du prologue et de l'avant-propos. Alors Vijay nous y a conté l'histoire des biens monétaires, leur naissance, émergence spontanée et leur évolution au fil des âges, la domination progressive des métaux précieux qui aboutissent à une convergence vers l'or, élu ubi et orbi par les peuples comme monnaie réserve de valeur par excellence. Boyapati nous a ensuite dressé une liste exhaustive des caractéristiques clés d'une monnaie saine. Elle se doit d'être rare, durable, facile à transporter et à authentifier. Une telle monnaie doit également être divisible et fongible. Autrement dit, chaque unité de cette monnaie doit être identique en valeur et en fonction à une autre. Toutes les pièces d'un euro se valent comme tous les billets de 20 euros. Une monnaie saine s'appuie par ailleurs sur un historique, une ancienneté qui témoigne de la confiance que lui accordent les peuples. Enfin, Vijay souligne l'importance de la résistance à la censure, cette caractéristique essentielle sur laquelle Bitcoin se distingue profondément de ses rivales. Dans la lecture qui suit, nous allons approfondir ensemble l'examen des différentes fonctions de la monnaie. Moyen d'échange, réserve de valeur et unité de compte. Nous allons aussi comprendre la logique qui sous-tend l'appréciation stratosphérique du cours de Bitcoin. Nous aurons une explication de l'évolution de son prix par bulles successives. Au fait, j'y pensais, tu t'étonnes peut-être de la présence de taureaux, de minotaures et d'ours sur la couverture du livre et sur cette vidéo du podcast. Alors c'est vrai, je te dois une explication. Bien, Vijay n'est ni éleveur ni trappeur. S'il se réfère à ces animaux, c'est que ces derniers renvoient à une symbolique puissante bien connue des marchés financiers. L'ours, bear en anglais, y désigne l'acheteur d'une valeur qui place des ordres afin d'acheter au plus bas. Autrement dit, cet ours fait gronder le marché en pariant à la baisse, tandis que le taureau, bull en anglais, symbolise l'acheteur optimiste qui pousse puissamment les cours vers le haut. Les marchés baissiers sont ainsi qualifiés de bear market, les marchés haussiers de bull market. Le marché de Bitcoin est étonnamment cyclique. Nous allons comprendre pourquoi et nous voilà au cœur d'un nouveau bull market explosif. C'est parti. Chapitre 3. L'évolution de la monnaie. L'économie monétaire moderne est obsédée par la fonction de moyen d'échange de la monnaie. Au XXe siècle, les États ont monopolisé l'émission de la monnaie et n'ont cessé de nuire à son utilisation en tant que réserve de valeur, créant ainsi une fausse croyance selon laquelle la monnaie se définirait avant tout comme un moyen d'échange. Beaucoup ont critiqué Bitcoin comme étant une monnaie inadaptée parce que son prix a été trop volatile pour pouvoir être utilisé comme moyen d'échange. Cependant, cette critique met la charrue avant les bœufs. La monnaie a toujours évolué par étapes, le rôle de réserve de valeur précédant celui de moyen d'échange.
L'un des pères du marginalisme en économie, William Stanley Jevons, explique. Historiquement parlant, l'or semble avoir servi, premièrement, de marchandise à valeur ornementale, deuxièmement, à conserver sa richesse, troisièmement, de moyen d'échange, et enfin de mesure de la valeur. Selon la terminologie moderne, l'évolution de la monnaie passe toujours par les 4 étapes suivantes. Premièrement, objet de collection. Au tout premier stade de son évolution, la monnaie sera demandée uniquement en fonction de ses particularités, devenant généralement un petit accessoire décoratif pour son détenteur. Les coquillages, les perles et l'or étaient tous des objets de collection avant de devenir des monnaies. Deuxièmement, réserve de valeur. Une fois qu'elle est demandée par suffisamment de personnes pour ses particularités, la monnaie sera reconnue comme un moyen de conserver et de stocker de la valeur au fil du temps. À mesure qu'un bien est reconnu comme une réserve de valeur fiable, son pouvoir d'achat augmente car davantage de personnes l'utilisent à cette fin. Le pouvoir d'achat d'une réserve de valeur finira par atteindre un plateau lorsqu'elle sera largement répandue et que l'afflux de nouvelles personnes la désirant comme réserve de valeur diminuera. 3. Moyen d'échange. Lorsque la monnaie est pleinement établie comme réserve de valeur, son pouvoir d'achat se stabilise. Une fois son pouvoir d'achat stabilisé, le coût d'opportunité de l'utilisation de la monnaie pour effectuer des échanges diminuera jusqu'à un niveau adapté à son utilisation en tant que moyen d'échange. Au premier jour de Bitcoin, de nombreuses personnes ont mal jugé l'énorme coût d'opportunité lié à l'utilisation des bitcoins comme moyen d'échange plutôt que comme réserve de valeur naissante. La célèbre histoire d'un homme échangeant 10 000 bitcoins d'une valeur d'environ 480 millions de dollars au moment de la rédaction de ce livre, contre 2 pizzas, illustre cette confusion. Quatrièmement, unité de compte. Lorsqu'une monnaie est largement utilisée comme moyen d'échange, le prix des biens sera fixé en fonction de celle-ci. C'est-à-dire que le rapport d'échange entre la plupart des biens contre de l'argent sera exprimé dans la dite monnaie. Pour l'instant, Bitcoin ne remplit pas cette fonction. Si vous pouvez payer votre café en Bitcoin, le prix indiqué n'est pas un véritable prix en Bitcoin. Il s'agit plutôt du prix en dollars souhaité par le commerçant converti en Bitcoin au taux de change actuel du marché USD-BTC. Si le prix de Bitcoin devait baisser en dollars, le nombre de Bitcoins demandés par le commerçant augmenterait en conséquence. Ce n'est que lorsque les commerçants seront disposés à accepter les bitcoins comme moyen de paiement, sans tenir compte du taux de change de bitcoin par rapport aux devises fiduciaires, que nous pourrons véritablement considérer bitcoin comme étant devenu une unité de compte. Les biens monétaires qui ne sont pas encore une unité de compte peuvent être considérés comme étant partiellement monétisés. Aujourd'hui, l'or remplit un tel rôle, étant une réserve de valeur, mais ayant été dépouillé de ses rôles de moyen d'échange et d'unité de compte par l'intervention du gouvernement. Il est également possible de voir des situations dans lesquelles un bien remplit le rôle de moyen d'échange, tandis qu'un autre bien satisfait les autres rôles. C'est généralement le cas dans les pays dont l'État est dysfonctionnel, comme l'Argentine ou le Zimbabwe. Dans son livre Digital Gold, Nathaniel Popper écrit « En Amérique, le dollar remplit de manière transparente les 3 fonctions de la monnaie. Il sert de moyen d'échange, d'unité de mesure du prix des biens et de réserve de valeur. En Argentine, cependant, si le peso était utilisé comme moyen d'échange pour les achats quotidiens, personne ne l'utilisait comme réserve de valeur. Garder des économies en pesos équivalait à jeter son argent par les fenêtres. Les gens échangeaient donc les pesos qu'ils voulaient économiser contre des dollars qui conservaient mieux leur valeur que le peso. Le peso étant très volatile, les gens utilisaient généralement le dollar pour réaliser des calculs mentaux sur le prix des biens, car celui-ci constituait une unité de mesure plus fiable dans le temps. Bitcoin est actuellement en train de passer de la première étape de monétisation, objet de collection, à la deuxième étape, réserve de valeur. Il faudra probablement plusieurs années avant que Bitcoin ne passe du statut de réserve de valeur naissante à celui de véritable moyen d'échange. Et le chemin à parcourir pour y parvenir est encore semé de risques et d'incertitudes. Il est frappant de constater que la même transition a pris plusieurs siècles alors.
Aujourd'hui, personne n'a jamais connu la monétisation d'un bien en temps réel, comme c'est le cas avec Bitcoin, et l'on dispose donc de très peu d'expérience sur la manière dont cette monétisation va se dérouler. La dépendance au sentier. Au cours du processus de monétisation, le pouvoir d'achat d'un bien monétaire s'envole. Beaucoup ont fait remarquer que l'augmentation du pouvoir d'achat de Bitcoin crée une apparence de bulle. Bien que ce terme soit souvent utilisé de manière désobligeante pour suggérer que Bitcoin est largement surévalué, il est involontairement adéquat. Une caractéristique commune à tous les biens monétaires est que leur pouvoir d'achat est plus élevé que ce qui peut être justifié par leur seule valeur d'usage. En effet, de nombreuses monnaies historiques n'avaient aucune valeur d'usage. La différence entre le pouvoir d'achat d'un bien monétaire et sa valeur intrinsèque peut être considérée comme une prime monétaire. Au fur et à mesure qu'un bien monétaire passe les différentes étapes de la monétisation, énumérées dans la section précédente, sa prime monétaire augmente. Toutefois, la prime n'évolue pas de manière linéaire et prévisible. Un bien X qui était en cours de monétisation peut être concurrencé par un autre bien Y qui convient mieux comme monnaie et la prime monétaire de X peut baisser ou disparaître complètement. La prime monétaire de l'argent métal a presque entièrement disparu à la fin du XIXe siècle lorsque les gouvernements du monde entier l'ont largement abandonné comme monnaie au profit de l'or. Même en l'absence de facteurs exogènes tels que l'intervention des pouvoirs publics ou la concurrence d'autres biens monétaires, la prime monétaire pour une nouvelle monnaie ne suivra pas une trajectoire prévisible. L'économiste Larry White a observé que le problème avec l'histoire des bulles, bien sûr, c'est qu'elle est cohérente avec n'importe quelle trajectoire de prix et ne donne aucune explication sur une trajectoire de prix future. Le processus de monétisation suit la théorie des jeux. Chaque participant au marché tente d'anticiper la demande globale des autres participants et donc la future prime monétaire. Comme la prime monétaire n'est pas liée à une utilité intrinsèque, les participants au marché ont tendance à se référer au prix passé pour déterminer si un bien monétaire est bon marché ou cher, et s'il faut l'acheter ou le vendre. Le lien entre la demande actuelle et les prix passés est connu sous le nom de dépendance au sentier, et peut-être la plus grande source de confusion dans la compréhension des mouvements de prix des biens monétaires. Lorsque le pouvoir d'achat d'un bien monétaire augmente au fur et à mesure de son adoption, les attentes du marché concernant les notions de bon marché et de cher évoluent en conséquence. De même, lorsque le prix d'un bien monétaire s'effondre, les attentes peuvent se transformer en une croyance générale selon laquelle les prix antérieurs étaient irrationnels ou exagérément gonflés. La dépendance au sentier de la monnaie est illustrée par les propos du célèbre gestionnaire de fonds de Wall Street, Josh Brown. J'ai acheté des bitcoins à environ 2300 $ et j'ai immédiatement doublé mon capital. Ensuite, j'ai commencé à penser, je peux pas en acheter plus, alors que je voyais le cours continuer de monter. Pourtant, il s'agit d'une opinion ancrée qui ne repose sur rien d'autre que sur le prix auquel je l'ai acheté à l'origine. Puis, lorsqu'il s'est mis à chuter en raison d'une répression chinoise sur les plateformes d'échange, j'ai commencé à me dire « Chouette, j'espère qu'il sera massacré pour que je puisse en acheter plus. » La vérité est que les notions de bon marché et de cher sont essentiellement dénuées de sens en ce qui concerne les biens monétaires. Le prix d'un bien monétaire n'est pas le reflet de son flux de trésorerie ou de son utilité, mais plutôt une mesure de l'ampleur de son adoption pour les différents rôles de la monnaie. La nature évolutive de la monnaie est encore compliquée par le fait que les participants au marché ne se contentent pas d'être des observateurs impartiaux, essayant d'acheter ou de vendre en anticipant les mouvements futurs de la prime monétaire, mais agissent également comme des prédicateurs actifs. Comme il n'existe pas de prime monétaire objectivement correcte, le fait de promouvoir les attributs supérieurs d'un bien monétaire est plus efficace que pour les biens ordinaires, dont la valeur est finalement ancrée dans le flux de trésorerie ou la demande d'utilisation.
La ferveur religieuse des participants au marché de Bitcoin peut être observée dans divers forums en ligne où les détenteurs promeuvent activement les avantages de Bitcoin et la richesse que l'on peut en tirer en investissant dans ce dernier. En observant le marché de Bitcoin, Leigh Drogan commente « Cela s'apparente à une religion, une histoire que nous nous racontons tous et sur laquelle nous sommes tous d'accord. La religion est la courbe d'adoption que nous devrions avoir à l'esprit. C'est presque parfait. Dès que quelqu'un est initié, il le dit à tout le monde et se met à évangéliser. Ensuite, ses amis débarquent et commencent à évangéliser également. Si la comparaison avec la religion peut conférer à Bitcoin une aura de foi irrationnelle, il est tout à fait rationnel pour le détenteur individuel d'évangéliser pour un bien monétaire supérieur et pour une société de le standardiser. L'argent sert de base à tous les échanges et à l'épargne, de sorte que l'adoption d'une forme supérieure de monnaie a d'énormes avantages cumulatifs pour la création de richesses pour tous les membres d'une société donnée. Chapitre 4. La courbe de monétisation. Les cycles d'engouement. Bien qu'il n'existe pas de règle a priori concernant la trajectoire d'un bien qui se monétise, un modèle curieux est apparu au cours de l'histoire relativement brève de la monétisation de Bitcoin. Le prix de Bitcoin semble suivre un modèle fractal d'ampleur croissante où chaque itération de la fractale correspond à la forme classique d'un cycle de hype ou cycle d'engouement de Gartner, comme l'illustre le graphique ci-dessous. Dans son article intitulé « Speculative Bitcoin Adoption Price Theory », Michael Casey affirme que les cycles d'engouement de Gartner en expansion représentent les phases d'une courbe standard d'adoption en S qui a été observée pour de nombreuses technologies révolutionnaires lorsqu'elles sont devenues communément utilisées dans la société. Chaque cycle de Gartner commence par une explosion d'enthousiasme pour la nouvelle technologie, et le prix est gonflé par les acteurs du marché qui sont accessibles lors de cette itération. Les premiers acheteurs d'un cycle de Gartner ont généralement une forte conviction quant à la nature transformatrice de la technologie dans laquelle ils s'investissent. Finalement, le marché atteint un point culminant d'enthousiasme lorsque l'offre de nouveaux participants pouvant être atteints dans le cycle est épuisée et que l'achat devient dominé par des spéculateurs plus intéressés par des profits rapides que par la technologie sous-jacente. Après le pic du cycle d'engouement, les prix chutent rapidement et la ferveur spéculative est remplacée par le désespoir, la dérision du public et le sentiment que la technologie n'était pas du tout transformatrice. Finalement, le prix atteint son point le plus bas et forme un plateau où les investisseurs initiaux qui avaient une forte conviction sont rejoints par une nouvelle cohorte qui a pu résister à la douleur du krach et qui a apprécié l'importance de la technologie. Le plateau persiste pendant une période prolongée et forme, comme l'appelle Casey, un creux stable et ennuyeux. Pendant le plateau, l'intérêt du public pour la technologie diminue, mais celle-ci continue d'être développée et le groupe de fervents partisans s'agrandit lentement. Une nouvelle base est alors établie pour l'itération suivante du cycle d'engouement, car les observateurs externes reconnaissent que la technologie ne va pas disparaître et qu'il n'est peut-être pas aussi risqué d'investir dans cette technologie que cela semblait être le cas pendant la phase d'effondrement du cycle. La prochaine itération du cycle d'engouement rassemblera un nombre beaucoup plus important de nouveaux utilisateurs et sera d'une ampleur bien plus grande. Très peu de personnes participant à une itération d'un cycle de Gartner anticiperont correctement la hausse des prix au cours de ce cycle. Les prix atteignent généralement des niveaux qui sembleraient absurdes à la plupart des investisseurs au premier stade du cycle. Lorsque le cycle se termine, une cause populaire est généralement attribuée au krach par les médias. Si la cause déclarée comme une crise boursière peut être un événement déclencheur, elle n'est pas la raison fondamentale de la fin du cycle. Les cycles de Gartner se terminent en raison de l'épuisement des participants au marché pouvant être atteints au cours du cycle. Il est révélateur que l'or ait suivi le schéma classique d'un cycle de Gartner de la fin des années 1970 au début des années 2000. On pourrait supposer que le cycle d'engouement est une dynamique sociale inhérente au processus de monétisation.
Les cohortes de Gartner. Avant le lancement de l'échange MTGOX en juillet 2010, aucun cycle d'engouement n'était perceptible sur le minuscule marché de Bitcoin. Le marché était dominé par un groupe de cryptographes, d'informaticiens et de cypherpunks qui étaient déjà prêts à comprendre l'importance de l'invention révolutionnaire de Satoshi Nakamoto. Ils furent les premiers à établir que le protocole Bitcoin était exempt de défauts techniques. Les prix étaient fixés soit par échange direct, soit par des transactions de troc, comme l'achat de 2 pizzas pour 10 000 bitcoins par Laszlo Haniect. À cette époque, le prix de Bitcoin restait bien inférieur à $1. Après l'établissement du premier cours de marché négocié en 2010, le marché de Bitcoin a connu 4 grands cycles d'engouement de Gartner. Avec le recul, nous pouvons identifier avec précision les fourchettes de prix des précédents cycles d'engouement sur le marché de Bitcoin. Nous pouvons également identifier qualitativement la cohorte d'investisseurs associés à chaque itération des cycles précédents. De 0,06 à $30. Juillet 2010, juillet 2011. Le premier cycle a attiré un flux constant d'investisseurs motivés par des considérations idéologiques, éblouis par le potentiel d'une monnaie numérique sans État. Des libertaires tels que Roger Ver et Ross Ulbricht ont été attirés par Bitcoin pour les activités de contre-pouvoir qui deviendraient possibles si la technologie naissante était largement adoptée. Le cycle a atteint son point culminant 1 mois après la publication par Gawker d'un article très populaire sur Bitcoin et son utilisation sur le site web Silk Road créé par Ulbricht. Silk Road facilitait l'achat de substances illicites à l'aide de Bitcoin et a été une source initiale de demande pour la monnaie numérique. De $30 à $1154, août 2011, décembre 2013. Le deuxième cycle a été marqué par l'arrivée des investisseurs les plus intrépides comme l'Argentin Wences Casares, qui étaient prêts à tenter leur chance avec cette technologie iconoclaste et non éprouvée. Casares voyait dans Bitcoin un remède potentiel aux ravages économiques de l'hyperinflation qu'il avait connu dans son enfance. Entrepreneur en série brillant et bien entouré, Casares est connu pour avoir évangélisé Bitcoin auprès de certains des informaticiens et investisseurs les plus éminents de la Silicon Valley, et de cette manière, il est devenu le patient zéro de la propagation du virus de l'esprit. Les jumeaux Winklevoss, qui s'étaient affrontés à Mark Zuckerberg au sujet de la création de Facebook et avaient reçu un important dédommagement de la part de la société, ont également participé au deuxième cycle d'engouement. Ayant reçu un important règlement de la part de Facebook, les jumeaux Winklevoss faisaient la fête à Ibiza lorsqu'une rencontre fortuite avec l'investisseur David Hazard leur a permis de découvrir cette nouvelle opportunité d'investissement. Ils ont été immédiatement intrigués par ce qu'ils ont entendu et ont fini par utiliser leur tout nouveau capital pour investir dans Bitcoin. Les investisseurs des premiers et deuxième cycles d'engouement de Bitcoin étaient prêts à braver les canaux de liquidité obscurs et risqués à partir desquels les Bitcoins pouvaient être acquis. La principale source de liquidité sur le marché pendant cette période était la plateforme d'échange MTGOX, basée au Japon et dirigée par Mark Karpeles, incompétent et malfaiteur notoire, qui a ensuite été condamné à une peine de prison pour sa culpabilité dans l'effondrement de la plateforme. De 1154 à 19 600$, janvier 2014, décembre 2017. Le troisième cycle d'engouement a attiré le premier afflux important d'investisseurs sans affinité idéologique avec l'éthos cypherpunk qui a donné naissance à Bitcoin. En termes de courbe en S de l'adoption, ces nouveaux investisseurs pourraient être considérés comme des adopteurs précoces. Une analyse des données de la chaîne de blocs et des plateformes d'échange de cette période par WillyWho suggère que le groupe de nouveaux entrants était dominé par des investisseurs de détail et que l'utilisation mondiale est passée d'environ 1 à 2 millions d'investisseurs à plus de 14 millions. Le cycle s'est terminé par une ferveur spéculative alimentée par le lancement d'une multitude de crypto-monnaies alternatives, altcoins, en concurrence avec Bitcoin pour la domination du marché.
La grande majorité de ces altcoins sont depuis devenus obsolètes. Il convient d'observer que la hausse du prix de Bitcoin au cours des cycles d'engouement susmentionnés était largement corrélée à une augmentation de la liquidité et à la facilité avec laquelle les investisseurs pouvaient acheter des Bitcoins. Au cours des 2 premiers cycles, Mt. Gox était la principale source de liquidité de Bitcoin et l'obtention et la sécurisation des Bitcoins à partir de cette plateforme mal gérée restaient trop complexes pour la plupart des investisseurs, à l'exception des plus férus de technologie. En outre, beaucoup de ceux qui ont réussi à transférer de l'argent vers Mt. Gox ont finalement perdu leurs fonds lorsque la plateforme a été piratée puis fermée. Au début du 3e cycle, des concurrents ont commencé à apparaître. Cependant, même après l'effondrement de Mt. Gox et son remplacement par des concurrents plus compétents, des obstacles importants subsistaient pour les investisseurs qui souhaitaient investir dans Bitcoin. Les banques étaient souvent réticentes à traiter avec ce genre de plateforme et les échanges tels que Coinbase n'étaient pas encore en mesure de maintenir leurs services constamment disponibles en cas d'utilisation intensive. L'infrastructure financière naissante était au mieux fragile. Ce n'est qu'après la fin du 3e cycle d'engouement et une accalmie de 2 ans dans le prix du marché des Bitcoin que les sources matures et profondes de liquidité ont été développées. On peut citer les courtiers de gré à gré, les bourses réglementées qui ont amélioré leur fiabilité et les marchés à terme tels que le Chicago Mercantile Exchange. Au moment où le 4e cycle d'engouement a commencé en 2020, il était relativement facile pour les investisseurs particuliers et institutionnels d'acheter et de sécuriser des bitcoins. De 19 600 $ à partir de janvier 2018. Au moment de la rédaction de cet ouvrage, le marché de Bitcoin subit son 4e grand cycle d'engouement. Les sources de liquidité s'étant approfondies et étant arrivées à maturité, les grands investisseurs institutionnels peuvent désormais participer et de fait, plusieurs gestionnaires de fortune de premier plan, tels que Paul Tudor Jones et Stanley Druckenmiller, ont alloué une partie de leurs fonds à Bitcoin. Outre les fonds de gestion de patrimoine, les entreprises cotées en bourse telles que Tesla, MicroStrategy et Square ont alloué une partie ou la totalité de leur trésorerie, comme c'est le cas de MicroStrategy, à Bitcoin, créant ainsi un précédent pour d'autres grandes entreprises. Avec la maturation du marché des Bitcoin, la demande institutionnelle est susceptible de jouer un rôle puissant dans le cycle d'adoption actuel. Comme l'a écrit Philip Gradwell, PDG de la société d'analyse de chaînes de blocs Chain Analysis, dans une note adressée à ses clients, le rôle des investisseurs institutionnels devient de plus en plus clair dans les données. La demande est alimentée par des investisseurs nord-américains sur les plateformes d'échange, avec une plus grande demande de la part des acheteurs institutionnels. Une étude produite par le Center for Alternative Finance de l'Université de Cambridge a conclu que, d'ici le 3e trimestre de 2020, il y avait un total de jusqu'à 101 millions d'utilisateurs uniques d'actifs cryptographiques dans le monde. Il semble qu'au cours du cycle d'engouement actuel, Bitcoin soit prêt à passer de la phase des adopteurs précoces, de la courbe en S de l'adoption mondiale, à celle de la majorité précoce. La mise en place d'un marché à terme réglementaire ouvre la voie à la création éventuelle d'un ETF Bitcoin qui introduira ensuite la majorité tardive et les retardataires dans les cycles d'engouement ultérieurs. Bien qu'il soit impossible de prédire l'ampleur exacte du cycle actuel, il serait raisonnable de supposer qu'au cours de ce cycle, Bitcoin atteigne une fraction significative de la capitalisation boursière de l'or, son cousin le plus proche dans la famille mondiale des actifs financiers. L'effet de la division de la prime de minage. Les bitcoins sont produits par un processus concurrentiel connu sous le nom de minage qui nécessite une dépense d'énergie et de calcul. Le calendrier de production de Bitcoin est prédéterminé par son protocole et par conception, environ toutes les 10 minutes, un nouveau bloc est miné par un mineur, un ordinateur participant au réseau Bitcoin. Chaque fois qu'un mineur réussit à extraire un bloc, il reçoit un nombre fixe de Bitcoin et cette récompense est connue sous le nom de prime de minage.
La prime de minage est à l'origine de tous les bitcoins produits sur le réseau Bitcoin. Environ tous les 4 ans, ou plus précisément tous les 210 000 blocs, la prime de minage de Bitcoin est réduite de moitié lors d'un événement connu sous le nom de halving, partage en deux. Pendant les 4 premières années d'existence de Bitcoin, chaque bloc comportait une récompense de 50 Bitcoins. Pendant les 4 années suivantes, la prime de minage était de 25 Bitcoins. À l'époque actuelle, qui a débuté en mai 2020, chaque bloc ne récompense les mineurs qu'à hauteur de 6,25 Bitcoins. D'ici 2140 environ, la prime de minage tombera à 0 et aucun nouveau Bitcoin ne sera produit par le minage. Une question importante pour les investisseurs est de savoir quel est l'impact des divisions de la prime de minage sur le prix de Bitcoin et si ce choc d'offres quadriennales peut être correctement pris en compte par le marché. Le protocole de Bitcoin spécifie que la quantité d'énergie de calcul requise pour extraire un bloc est ajustée périodiquement afin de maintenir une production relativement constante de Bitcoin au cours de chaque cycle. Si les ressources informatiques consacrées au minage augmentent, la difficulté du minage est ajustée à la hausse et il devient plus coûteux de miner des nouveaux bitcoins. Cet ajustement de la difficulté tend à réduire la production marginale des mineurs. En d'autres termes, le profit tiré du minage tend vers 0 au fil du temps. En raison de la nature marginale de cette activité, les mineurs doivent généralement vendre la plupart des bitcoins qu'ils extraient afin de couvrir leurs coûts de fonctionnement, principalement constitués par les coûts d'électricité. Ainsi, les mineurs exercent une pression constante à la baisse sur le niveau de prix de Bitcoin. Lors d'une division de la prime de minage, la pression à la baisse exercée par les mineurs est approximativement réduite de moitié. Toutes choses étant égales par ailleurs, si la demande de Bitcoin devait rester constante, la division de la prime de minage entraînerait un excédent de la demande par rapport à l'offre, ce qui provoquerait une hausse du prix. Étant donné le moment prédéterminé de chaque division de la prime de minage, il semblerait que les acteurs du marché puissent anticiper cet événement et anticiper correctement l'effet sur le prix. Pourtant, d'un point de vue historique, lors des précédents épisodes de division de la prime, l'effet sur le prix n'a pas été anticipé de manière adéquate, étant donné les hausses spectaculaires du prix du Bitcoin qui ont suivi. En effet, on peut supposer que cet événement est la cause du début des cycles d'engouement périodiques de Bitcoin. Comme nous l'avons vu précédemment dans ce chapitre, lorsqu'un cycle d'engouement de Bitcoin se termine, le prix chute précipitamment jusqu'à ce qu'il trouve un équilibre où la demande des acheteurs ayant une forte conviction correspond à l'offre des spéculateurs cherchant à sortir du marché et des mineurs vendant pour couvrir leurs coûts de production. La division par deux perturbe l'équilibre final et l'offre de Bitcoin négociable sur le marché bascule lentement mais sûrement dans les mains des détenteurs à long terme. À mesure que la réserve de Bitcoin négociable diminue, le prix de Bitcoin commence à grimper et la hausse apparemment inexorable du prix semble déclencher un phénomène classique de folie des foules et la phase parabolique du cycle d'engouement s'ensuit. Afin d'expliquer la mauvaise anticipation des divisions précédentes de la prime de minage, nous pouvons penser qu'il s'agit d'une combinaison de différents facteurs inconnus. En effet, il est difficile d'estimer la masse de participants atteignables à chaque nouveau cycle d'engouement et dans quelle mesure ces derniers seront prêts à allouer leurs économies à Bitcoin. Les boucles de rétroaction complexes impliquées dans la monétisation viennent compliquer les choses. Nous avons déjà noté que lorsque certains investisseurs décident d'épargner en Bitcoin, ils n'agissent pas seulement en tant qu'investisseurs passifs. Ils deviennent également des évangélisateurs actifs et revendiquent la supériorité de Bitcoin comme moyen d'épargne auprès de leurs proches. La mesure de cette propagation et son impact est difficile à quantifier. L'entrée en scène des États-nations. Le cycle de Gartner, ultime pour Bitcoin, débutera lorsque les États-nations commenceront à en accumuler dans leurs réserves de devises étrangères. La capitalisation du marché de Bitcoin est actuellement trop faible pour qu'il soit considéré comme un atout viable pour les réserves de la plupart des pays. Cependant,
À mesure que l'intérêt du secteur privé augmentera et que la capitalisation de Bitcoin se rapprochera de celle de l'or, il deviendra suffisamment liquide pour que la plupart des États entrent sur le marché. L'entrée du premier État à ajouter officiellement des bitcoins à ses réserves déclencherait probablement une ruée des autres États. Les États qui adoptent Bitcoin le plus tôt en profiteront le plus, si tant est que Bitcoin devienne finalement une monnaie de réserve mondiale. Malheureusement, ce seront probablement les États dotés des pouvoirs exécutifs les plus forts, tels que des dictatures comme la Corée du Nord, qui seront les premiers à accumuler des bitcoins. Le manque de volonté de voir ces États améliorer leur situation financière et la faiblesse inhérente des pouvoirs exécutifs des démocraties occidentales les feront hésiter et prendre du retard dans l'accumulation de bitcoin pour leurs réserves. Il est très ironique que les États-Unis soient actuellement l'une des nations les plus ouvertes réglementairement vis-à-vis de Bitcoin, tandis que la Chine et la Russie sont les plus hostiles. C'est la position géopolitique des États-Unis qui risque d'être la plus compromise si Bitcoin venait à supplanter le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Dans les années 1960, Charles de Gaulle a critiqué le privilège exorbitant dont jouissaient les États-Unis grâce à l'ordre monétaire international qu'ils avaient instauré lors de la conférence de Bretton Woods en 1944. Les gouvernements russes et chinois n'ont pas encore pris conscience des avantages géostratégiques de Bitcoin comme monnaie de réserve et sont actuellement préoccupés par les effets qu'il pourrait avoir sur leur marché intérieur. Comme De Gaulle dans les années 1960, qui a menacé de rétablir l'étalon or classique en réaction aux privilèges exorbitants des États-Unis, les Chinoises et les Russes finiront par comprendre les avantages d'une position de réserve importante dans une réserve de valeur non souveraine. La plus grande concentration de puissance minière de Bitcoin se trouvant en Chine, l'État chinois dispose déjà d'un avantage distinct dans sa capacité à ajouter des Bitcoins à ses réserves. Les États-Unis se targuent d'être une terre d'innovation, la Silicon Valley étant un joyau de l'économie américaine. Jusqu'à présent, la Silicon Valley a largement dominé la réflexion sur la position que les régulateurs devraient adopter vis-à-vis de Bitcoin. Cependant, le secteur bancaire et la Réserve fédérale américaine commencent enfin à se rendre compte de la menace existentielle que représente Bitcoin pour la politique monétaire américaine s'il devenait une monnaie de réserve mondiale. Le Wall Street Journal, connu pour être un porte-parole de la Réserve fédérale, a publié un commentaire sur la menace que représente Bitcoin pour la politique monétaire américaine. Il existe un autre danger, peut-être encore plus grave du point de vue des banques centrales et des régulateurs. Bitcoin pourrait ne pas s'effondrer. Si la ferveur spéculative de la crypto-monnaie n'est que le précurseur d'une large utilisation de celle-ci comme alternative au dollar, elle menacera le monopole des banques centrales sur la monnaie. Dans les années à venir, une grande lutte va s'engager. D'une part, entre les entrepreneurs et les innovateurs qui tenteront de maintenir Bitcoin à l'abri de tout contrôle réglementaire, et d'autre part, entre le secteur bancaire et les banques centrales qui useront de leur influence pour réglementer l'usage de Bitcoin afin d'éviter toute perturbation de leur secteur et de leur pouvoir d'émission monétaire. La transition vers un moyen d'échange. Un bien monétaire ne peut pas devenir un moyen d'échange communément accepté, la définition économique standard de la monnaie, avant d'être largement valorisé, pour la raison tautologique qu'un bien qui n'est pas suffisamment valorisé ne sera pas accepté dans un échange. En devenant une valeur largement reconnue, et donc une réserve de valeur, un bien monétaire verra son pouvoir d'achat grimper en flèche. Cela crée ainsi un coût d'opportunité à y renoncer en vue de son utilisation dans un échange. Ce n'est que lorsque le coût d'opportunité de l'abandon d'une réserve de valeur tombe à un niveau suffisamment bas qu'elle peut devenir un moyen d'échange généralement accepté. Plus précisément, on s'appropriera un bien monétaire comme moyen d'échange lorsque la somme du coût d'opportunité et du coût transactionnel de son utilisation deviendra inférieure au coût de s'en passer lors d'une transaction. Dans une société basée sur le troc,
La transition d'une réserve de valeur vers un moyen d'échange peut se produire même lorsque le bien monétaire augmente en pouvoir d'achat, car les coûts transactionnels du troc sont extrêmement élevés. Dans une économie développée où les coûts transactionnels sont faibles, il est possible qu'une réserve de valeur naissante et s'appréciant rapidement comme Bitcoin soit utilisée comme moyen d'échange, bien que dans un cadre limité. Un exemple est le marché des drogues illicites où les acheteurs sont prêts à sacrifier l'opportunité de détenir des bitcoins pour minimiser le risque substantiel d'acheter ces drogues en utilisant de la monnaie fiduciaire. Il existe toutefois d'importants obstacles institutionnels qui empêchent une réserve de valeur naissante de devenir un moyen d'échange généralement accepté dans une société développée. Les États utilisent la fiscalité comme un moyen puissant de protéger leur monnaie souveraine contre la concurrence d'autres biens monétaires. Non seulement une monnaie souveraine bénéficie de l'avantage d'une source constante de demande, puisque les taxes ne peuvent être versées que sous cette forme, mais les biens monétaires concurrents sont taxés chaque fois qu'ils sont échangés à une valeur supérieure. Ce dernier type d'imposition crée une friction significative à l'utilisation d'une réserve de valeur comme moyen d'échange. Cette façon de défavoriser les biens monétaires nés du marché n'est cependant pas un obstacle insurmontable à leur adoption comme moyen d'échange communément accepté. Si l'on perd la foi en la monnaie souveraine, sa valeur peut s'effondrer dans un processus connu sous le nom d'hyperinflation. Lorsqu'une monnaie souveraine connaît l'hyperinflation, sa valeur s'effondre d'abord par rapport aux biens les plus liquides de la société, tels que l'or ou la monnaie étrangère comme le dollar américain s'ils sont disponibles. Lorsqu'il n'y a pas de biens liquides disponibles ou que leur offre est limitée, une monnaie hyperinflationniste s'effondre par rapport aux biens réels tels que l'immobilier et les matières premières. Une épicerie vidée de tous ces produits, les consommateurs fuyant la valeur dérisoire de la monnaie de leur pays, peut être considérée comme l'image emblématique de l'hyperinflation. Finalement, lorsque la confiance est complètement détruite au cours d'une période d'hyperinflation, une monnaie souveraine ne sera plus acceptée par personne, et la société se dirigera vers le troc, ou bien l'unité monétaire sera remplacée par un autre moyen d'échange. Le remplacement du dollar zimbabwéen par le dollar américain est un exemple de ce processus. Le remplacement d'une monnaie souveraine par une monnaie étrangère est rendu plus difficile par la rareté de la monnaie étrangère et par l'absence d'institutions bancaires étrangères pour fournir des liquidités. La possibilité de transmettre facilement des bitcoins par-delà les frontières et l'absence de besoin d'un système bancaire font de Bitcoin un bien monétaire idéal pour les personnes victimes d'hyperinflation. Dans les années à venir, alors que les monnaies fiduciaires continueront à suivre leur tendance historique à la perte totale de valeur, Bitcoin deviendra une alternative de plus en plus populaire pour l'épargne mondiale. Lorsque la monnaie d'une nation sera abandonnée et remplacée par Bitcoin, ce dernier sera passé du statut de réserve de valeur dans cette société à celui de moyen d'échange généralement accepté. Daniel Krovis a inventé le terme d'hyperbitcoinisation pour décrire ce processus. Voilà pour ce deuxième extrait. Beaucoup de notions importantes dans ce passage. Vijay nous y expose la séquence chronologique qui voit chaque monnaie exister d'abord comme objet de collection avant de pouvoir accéder au statut de réserve de valeur, puis de moyen d'échange pour pouvoir prétendre enfin à la fonction d'unité de compte. Très instructif. Son argumentation suggère une logique presque universelle dans cette progression. Alors moi ça me parle, mais il faut noter toutefois que la question est loin d'être tranchée pour tous et qu'on aurait sans doute tort de généraliser à outrance. D'autres courants avancent que dans bien des contextes, la fonction de moyen d'échange est primordiale et précède la fonction de réserve de valeur. C'est un sujet par ailleurs éminemment politique. Sans surprise, la théorie de l'émergence spontanée de la monnaie est contestée par ceux qui défendent le rôle central de l'État dans la création et la légitimation de la monnaie. Une chose est claire, cependant, Bitcoin est aujourd'hui principalement utilisé pour sa fonction de réserve de valeur. Il
Faut signaler le travail continu d'ingénierie qui enrichit Bitcoin de fonctionnalités nouvelles qui devraient lui permettre de s'affirmer de plus en plus comme moyen d'échange, au moins dans certaines géographies. S'il existe bien des contextes où Bitcoin sert de moyen d'échange, Boyapati souligne que cette utilisation est le plus souvent découragée par la volatilité de son cours, par l'appréciation continue de son prix, qui nous incite à l'accumuler plus qu'à le dépenser, et par une fiscalité punitive imposée par des gouvernements réticents à lui reconnaître le statut de monnaie. Pour le moment, donc, la fonction de réserve de valeur prédomine. Quant au rôle d'unité de compte, Bitcoin pourra difficilement le jouer tant que sa volatilité restera élevée. Histoire de quelques décennies encore alors ? Qui sait ? Plus de 2 ans se sont écoulés depuis la publication de la seconde édition d'un scénario optimiste pour Bitcoin, et la primauté de la fonction de réserve de valeur de Bitcoin n'a fait que se renforcer. La résilience à toute épreuve du protocole est indéniable et la rareté de son offre plus que jamais garantie. Quant à sa neutralité et son incensurabilité, elles en font un bien monétaire des plus attrayants dans un contexte économique, géopolitique et monétaire chaotique. On voit d'une part une frange toujours plus large de la population mondiale franchir le pas, s'éduquer et se délester de sa monnaie fondante fiat pour acquérir du Bitcoin. De l'autre, un intérêt croissant de la part de fonds d'investissement, banques, compagnies d'assurance, caisses de retraite, entreprises, que rejoignent désormais des fonds souverains et des gouvernements. C'est à peine croyable. Fait important, depuis leur approbation en janvier 2024 par le régulateur américain, les ETF Bitcoin, ces produits indiciels offrant un moyen d'exposition aisé à Bitcoin, ont explosé des records historiques du jamais vu. BlackRock, qui commercialise l'ETF Bitcoin leader sur ce marché, présente Bitcoin comme l'ultime protection contre l'inflation, le bouclier à opposer à la mauvaise gestion monétaire des États. La population, malmenée par une inflation soutenue, prête l'oreille à ce discours. Et bien qu'elle peine encore largement à établir le lien entre spirale de la dette, augmentation de la masse monétaire et inflation, sa confiance dans la capacité de l'État à gérer raisonnablement ses finances et la monnaie s'érode à vue d'œil. Cette confiance pourrait bien s'effondrer si le peuple réalise à quel point l'utilisation effrénée de la planche à billets ronge son pouvoir d'achat. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les campagnes marketing des nouveaux acteurs institutionnels participent activement à une telle prise de conscience. Soyons-en donc certains, ce discours présentant Bitcoin comme l'or 2.0, la réserve de valeur à l'ère du numérique, va être poussé comme jamais par l'équipe marketing de BlackRock. Ses ressources sont quasiment illimitées et elle se met tout juste au travail. Ça promet. Parions aussi que ce discours sera d'autant plus convaincant que l'administration Trump prétend faire des États-Unis la nation du Bitcoin, annonçant entre autres la constitution d'une réserve stratégique de Bitcoin et la mise en place d'un cadre réglementaire favorable à la détention et au minage de Bitcoin. Autrement dit, Bitcoin, largement dérisqué à la fois sur le plan politique et financier, dispose en ce début d'année de catalyseurs inédits, lesquels devraient accroître significativement son adoption à travers le monde comme réserve de valeur. À ce propos, on constate la vitesse prodigieuse avec laquelle le paysage géopolitique et le positionnement des États vis-à-vis du Bitcoin ont évolué depuis la publication de cet ouvrage. Plusieurs nations accumulent désormais ouvertement du Bitcoin. C'est notamment le cas de 2 petites nations, le Bhoutan et le Salvador, et l'on soupçonne d'autres pays de constituer leurs réserves aussi discrètement que possible pour éviter de faire exploser le cours de Bitcoin. Depuis que Trump s'est engagé durant sa campagne à établir une réserve stratégique de Bitcoin, la plupart des nations ne peuvent plus ignorer ce sujet devenu géopolitique. Les pays des BRICS n'ont d'ailleurs pas attendu cette annonce pour y songer, bien conscients de leur dépendance excessive à $1 susceptible d'être utilisé comme une arme contre leurs intérêts.
La Russie, qui s'est soudainement vue confisquer ses réserves en dollars et en euros, pour un total estimé à 300 milliards de dollars, et partiellement exclue du réseau SWIFT, contribue activement à la mise en place d'une alternative au dollar. Cette alternative pourrait bien être adossée sur un panier de matières premières, parmi lesquelles de l'or, et pourquoi pas du Bitcoin. Une chose est sûre, toutes les nations, ou presque, bien sûr c'est vrai, l'Europe reste encore tragiquement à la traîne. Toutes les nations, ou presque, semblent avoir intégré l'intérêt majeur de promouvoir le minage de Bitcoin, non seulement dans la perspective d'une refonte de l'ordre monétaire, mais aussi pour accompagner leur développement énergétique. On y reviendra. Autre point intéressant dans ce passage, la description des groupes qui s'intéressent successivement à Bitcoin et l'adoptent à chaque nouveau cycle. Cypherpunks, geeks, libertariens, investisseurs avant-gardistes, enthousiastes de la tech, traders, hedge funds, institutions, Bitcoin agit telle une idée qui imprègne peu à peu tout le tissu de la société, rendant successivement de nouvelles parties prenantes perméables à sa valeur. À mesure que la capitalisation de Bitcoin augmente, il devient possible pour des géants financiers de l'intégrer enfin dans leur stratégie sans risquer d'en faire tanguer le cours à la hausse ou à la baisse à chaque achat ou vente massive. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, donc, plus le cours de Bitcoin augmente, plus l'éventail de ses participants s'étend. Le passage qui traite de la prime de minage et de son effet sur l'appréciation du cours du Bitcoin t'a sans doute semblé compliqué. Absent de la première édition, il ne me paraît pas indispensable que tu en saisisses l'intégralité à ce stade. Voici à mon sens les points essentiels à retenir. Primo, à la différence des monnaies fiduciaires ou fiat dont l'offre ne connaît en réalité aucune limite du fait de l'intervention de l'État, commandant en chef de la planche à billets entre autres fonctions, la quantité de Bitcoin est quant à elle strictement plafonnée à 21 millions de pièces, chacune divisible en 100 millions de satoshi. Deuxièmement, le calendrier d'émission de ces 21 millions de Bitcoin est prédéterminé. Le programme Bitcoin, gravé comme dans le marbre, stipule qu'à chaque nouveau bloc de transaction ajouté à la blockchain Bitcoin, soit toutes les 10 minutes environ, une quantité précise de Bitcoin est libérée. Chose importante à noter, le montant de cette prime de minage décroît, divisé par 2 tous les 210 000 blocs, soit tous les 4 ans, de quoi exacerber un déséquilibre entre l'offre et la demande et catalyser la hausse du prix. On explique souvent la cyclicité quadriennale du cours de Bitcoin par cette soudaine division par 2 de la prime de minage. Elle participerait ainsi au déclenchement d'un nouveau cycle de Gartner, tel un stimulus positif venant renforcer un optimisme naissant. Ces cycles de hype, cette dynamique émotionnelle qui explique le caractère vertigineux des vagues successives décrivant le cours de Bitcoin, c'est profondément édifiant. À ce propos, pour bien consolider les notions acquises durant cet épisode, je te recommande vivement de visionner sans tarder les 2 vidéos « L'évolution de la monnaie » et « Terminologie Bitcoin ». Pour conclure, j'aimerais souligner à quel point nous sommes chanceux de pouvoir assister en direct, mieux même participer à la monétisation d'un nouveau bien monétaire. La supériorité technologique de Bitcoin est telle que son destin victorieux semble tracé d'avance. Nous sommes témoins d'un puissant phénomène à la fois régulier et chaotique, imprévisible. Il se produit là, dans nos vies, en quelques décennies à peine, là où il aura fallu des siècles, voire des millénaires alors pour s'imposer ainsi. Et rien que pour cela, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est une aventure exceptionnelle. Allez, ciao, et à bientôt pour le 3e volet.